Alors, je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Vous êtes en montagne, vous faites de la randonnée, vous êtes dans les Alpes, dans un massif bien escarpé, rocheux, vous montez au sommet d'un pic, et là, vous avez sous vous un immense escarpement, une immense falaise. Et à ce moment-là, vous prenez votre téléphone et vous voulez faire un selfie. Vous êtes comme ça sur le... Vous voulez voir la vallée derrière, vous voulez prendre le truc, mais il y a un coup de vent et à ce moment-là, vous êtes distrait et vous échappez le téléphone. Donc imaginez la course du téléphone qui est en train de sombrer du haut de cette falaise. Et là, ce qui se passe, c'est que il y a la gravité, qui est un phénomène physique, qui vient attirer votre téléphone vers le bas. Et à mesure que le téléphone tombe, il prend de la vitesse, vous le voyez qui tourbillonne comme ça. Il est happé vers le fond de la vallée, la base de la falaise. Et il n'y a rien à faire à ce moment-là. La physique, la gravité attire le téléphone et il explose sur les rochers en bas. Et donc, la gravité est la cause du téléphone qui tombe. Et en s'explosant sur les rochers, bah, il y a tout ce qui est dans le téléphone, on pourrait dire la chimie de votre batterie au lithium. La batterie, elle est pulvérisée et elle prend feu peut-être à ce moment-là. Et si la batterie explose, alors bah, le téléphone ne peut plus fonctionner. L'écran à cristaux liquides qui a des LED aussi, enfin au LED, quelque technologie que ce soit, cet écran, il part en éclats. La mémoire à ce moment-là du téléphone, qui est stockée sur une puce, elle aussi est complètement pulvérisée. Et partant du phénomène physique, ça vient causer une destruction du phénomène biologique, pas biologique, chimique, pardon, mais vous verrez, enfin, vous avez peut-être déjà senti où je voulais en venir, hein. Et de la chimie, ça vient être la cause de la destruction de l'électronique. Et si l'électronique, elle, est pulvérisée, alors ben, on ne peut plus allumer le téléphone, on ne peut plus venir consulter ses mails, on ne peut plus venir regarder ses photos. Il n'y a plus d'images possibles à l'écran. Et là, imaginons qu'il y a un vent catabatique, les vents qu'on voit en montagne qui soufflent du haut des montagnes vers le bas, qui emmènent certains des composants de votre téléphone. Et là, on ne peut pas imaginer pouvoir le reconstruire. Les éléments de la puce sont complètement dispersés. Et donc, il est absolument irréversible à ce moment-là qu'on puisse reconstruire le téléphone et venir restocker, reconstruire les images qui sont stockées. De la physique vient ensuite la chimie, de la chimie l'électronique et de l'électronique l'usage du téléphone. Et voilà, c'est fini du téléphone, c'est fini des images. L'image du petit chat qu'on avait, fini. Et donc c'est une façon de voir la réalité. Mais aujourd'hui, il y a une technologie qui est possible, c'est que on ait pris ces précautions, on ait stocké le contenu de la mémoire dans le cloud, on a un Google Drive,
On a je ne sais plus les noms des... Si vous êtes sur Apple, enfin bref. Ce qui fait que ben, le téléphone, il est HS, mais on retourne chez le marchand, on achète un téléphone, on s'inscrit à nouveau sur Google ou Apple, et on peut retrouver les informations. Il y a quelque chose qui a été stocké dans le cloud, au-delà du téléphone. Est-ce qu'il y a un équivalent pour le téléphone de l'individu? Est-ce qu'il est possible que quelque chose demeure au-delà simplement de l'aspect physique, chimique, biologique du corps? C'est une vaste question, ça, hein. Et c'est ce qu'on va essayer d'un petit peu démêler dans cette session ce matin. Alors, je ne vais pas essayer de pousser des réponses. J'aimerais plutôt essayer de susciter un questionnement, parce que moi, mes convictions personnelles n'ont pas vraiment d'intérêt ici. Ce qui est plus intéressant, c'est se mettre en marche personnellement, d'ouvrir la curiosité à peut-être l'idée qu'au-delà de la destruction de ce corps qui, au moment de la mort, ben, tombe un peu de la falaise quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui perdure? Et dans le bouddhisme, c'est pas quelque chose qu'on doit simplement accepter de manière aveugle. Il y a tout un plan de travail, une mission pour essayer de faire sens de ça. Et beaucoup de questions se posent, hein, bien entendu. Il se pose les questions, mais comment, dans le bouddhisme qui présente que les choses sont impermanentes, il y a quelque chose qui fonctionne après la mort? Comment on peut faire sens de, par exemple, la vacuité, que rien n'existe de manière intrinsèque, mais il y a quand même quelque chose qui se poursuit après la mort? Comment euh, ça vient expliquer le karma? Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important dans le bouddhisme de croire aux renaissances? Est-ce que c'est indispensable? Comment est-ce qu'on fait? Donc ça, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. C'est ce qu'on va voir dans cette session. Et on peut commencer peut-être par quelques minutes de shamatha pour établir notre corps, notre esprit dans des dispositions qui vont nous permettre peut-être de voir avec un peu plus de clarté ces choses qui ne sont pas faciles. Donc je vous invite à prendre une position confortable. On va faire ça pendant quelques minutes. Établir une posture confortable. Et observer notre respiration qu'on essaie de calmer pour qu'elle soit au plus possible insonore, régulière, sans effort. Et qu'à travers notre respiration, c'est notre esprit qu'on vient aussi calmer.
passage, on peut essayer d'observer s'il y a des tensions résiduelles au niveau des épaules, du visage. Et quand on les détend, on peut s'imaginer symboliquement qu'on s'installe un peu plus dans le présent, dans cet instant dimanche matin. Et qu'on dissout petit à petit les préoccupations excessives pour le passé et l'avenir, simplement en s'installant dans l'observation de la respiration. Conscient de l'inspire quand on inspire, conscient de l'expire quand on expire. Si ça nous aide, on peut mentalement répéter inspire, expire. Ça nous aide à maintenir une attention sur le souffle. Eh ben c'est tant mieux, on continue. On va juste avoir cette aspiration, ce souhait, cette intention que ce qu'on fait là, on le fait pour nous, pour essayer de faire la lumière sur quelque chose qui peut-être existe, à vous de voir,
mais on le fait avec l'intention vaste que, ouvrant les yeux sur une réalité peut-être plus vaste, un des bienfaits, c'est que ça puisse nous rapprocher des autres, d'ouvrir notre cœur, de développer plus de bonté, de conscience universelle, d'ouvrir les yeux sur une image plus grande, plus vaste, qui développe en nous à la fois sagesse, compassion, bienveillance. Et à travers l'écoute et la réflexion, ce qu'on va faire pendant cette matinée, on puisse se mettre en marche de développer plus de ses qualités intérieures. Voilà pourquoi on le fait. On le fait pour nous, pour les autres. Ok. Alors, on peut commencer déjà à se poser la question à quel point c'est important ça dans le bouddhisme. En d'autres termes, à quel point c'est important dans la pratique de faire sens ou pas de ces renaissances. Alors, pour commencer, la vie spirituelle ne présuppose pas d'avoir confiance dans les existences futures ou passées. Aussi bien, de la même manière, avoir une vie spirituelle ne veut pas dire être bouddhiste, heureusement d'ailleurs. Donc on peut avoir une vie spirituelle complètement épanouie sans penser que à la mort, il y a quelque chose qui va se diriger vers un nouveau corps ou bien prendre renaissance. Mais maintenant, la question, c'est à quel point c'est important dans le bouddhisme, ça, de penser que oui, peut-être, il existe des renaissances. Alors, les enseignements du Bouddha ont été souvent résumés en différentes préoccupations. La première préoccupation, c'est de faire que déjà, alors vous allez dire, c'est déjà pas une première préoccupation, c'est déjà de faire que dans les existences cycliques, dans les renaissances, on fasse en sorte d'éviter trop de ces choses qui coincent, de souffrance, de stress. Ça, c'est la première perspective. La deuxième perspective, c'est sortir du samsara. Et la troisième perspective, samsara étant les existences cycliques, le fait de prendre renaissance encore et encore. Et la troisième perspective, c'est devenir un Bouddha. Non seulement on sort du samsara, mais en plus, on acquiert les qualités infinies des Bouddhas pour aider au mieux possible tous les êtres sensibles. On peut dire ça, c'est trois plans, les trois perspectives possibles. Mais ce qui n'empêche pas du tout, et ça, il y a diverses sources qui le présentent, que par la pratique spirituelle, on puisse simplement améliorer notre vie présente. Et en fait, ce n'est pas incompatible. On peut améliorer notre vie présente et améliorer nos états d'existence dans le samsara, mais on peut aussi faire en sorte de se diriger vers une libération du samsara, des existences cycliques, ou bien, et dans la même veine, que ça puisse aussi nous permettre d'atteindre la bouddhéité. Ces perspectives ne sont pas exclusives les unes des autres. En fait, c'est un peu tout la même direction, mais on a des panneaux plus proches ou plus lointains. Les enseignements, et Bouddha a été assez clair aussi de dire que plus notre perspective elle va viser loin, plus elle est forte. Et qu'est-ce que ça veut dire fort? Ça veut dire que ça génère des choses à l'intérieur qui sont plus vastes. Et si ces choses qui sont générées à l'intérieur sont plus vastes, elles occasionnent des effets qui sont plus importants. Plus on a une motivation altruiste, plus on génère une force positive qui a même, dans cette vie même, de nous rendre heureux. Plutôt que d'avoir une perspective qui est plus limitée, de simplement mon plaisir présent dans cette vie, à moi seulement, les choses qu'on va cultiver, ont une force positive, certes, qui peut nous rendre plus apaisés, plus heureux, mais
on aura peut-être moins de cette énergie intense qui est à même de profondément générer en nous de la paix, du bien-être, à travers la compassion et la sagesse. Donc, euh, dans toutes les traditions, alors c'est peut-être moins le cas dans la tradition Theravada, parce que dans la tradition Theravada, on est plus sans doute observant des choses maintenant, et peut-être il y a moins l'accent mis sur les renaissances, mais enfin on lit les sutras de la tradition Theravada et on voit la présentation du karma, c'est-à-dire que nos actions influencent nos états de vie futurs, et que Bouddha a aussi présenté la présence d'états d'existence qui sont plus malheureux que d'autres. Ça, c'est une réalité aussi qu'a défendu Bouddha. Donc même dans la tradition Theravada, les existences cycliques sont présentées. Et Bouddha, par la force de sa concentration, avait accès à une information qui va au-delà de son corps présent, et il arrivait, lui, à se souvenir de ses vies passées. C'est ce qu'il a présenté. Et comment on peut l'expliquer ça? Je peux prendre une analogie. Quand vous êtes très détendu, souvent les souvenirs reviennent plus facilement quand on est stressé. Et quand on développe ces états de concentration qui sont très élevés, il est, paraît-il, possible d'avoir une remémoration correcte et valide de ce qui s'est passé dans les existences passées. C'était un des moyens que Bouddha a eu d'établir la présence des états d'existence passée et future. Et il voyait, lui, à travers son immense concentration, le lien qu'il y avait entre les actions positives, les actions constructives d'un côté et la production du bonheur de l'autre, et de l'autre côté les actions non constructives, celles qui nous blessent, nous ou les autres, et la production de la souffrance d'un autre côté. Et il voyait que ça ne s'étendait pas seulement au périmètre de ma naissance à ma mort dans cette vie, mais ça allait beaucoup plus loin. Il y avait quelque chose qui continuait. Et c'est pour ça qu'il a établi que c'est pas simplement dans la vie spirituelle bouddhiste de maintenir un peu de bonheur dans cette vie, c'est pas non plus même seulement de s'assurer que dans les vies futures on soit dans de bonnes dispositions, mais la perspective vraiment profonde, c'était celle de sortir de ces existences cycliques, le fait de, sans contrôle, reprendre naissance à nouveau, encore et encore. Alors, ça c'est une présentation succincte. Maintenant, ça c'est des propositions qui vont quand même à l'encontre un peu du sens commun, parfois, peut-être, de ce qui est présenté aujourd'hui, de ce qu'on entend. Et en préparant cette matinée, j'ai quand même un peu regardé certaines des positions de certains scientifiques, et je ne vais pas en présenter beaucoup, mais je vais en présenter une qui est un petit peu à l'image de cette analogie que j'ai prise du téléphone. Certains scientifiques, et nous par la même occasion, on peut observer quand même que les lois physiques expliquent quand même énormément des phénomènes qu'on rencontre. Et les lois physiques, elles sont souvent celles qui expliquent la chimie. La chimie est souvent ce qui explique la biologie. La biologie est souvent ce qui explique ce qui se passe dans le cerveau. Et on pense que ce qui se passe dans le cerveau explique très bien l'expérience, puisqu'il y a de nombreuses études qui montrent que l'altération de certaines aires dans le cerveau altère le comportement. Et donc la conscience, on pourrait dire, est un sous-produit pour ces scientifiques de l'activité du cerveau et du corps, qui est soumis à des lois biologiques qui sont elles-mêmes très bien expliquées par la chimie, qui elle-même est très très bien expliquée par la physique. Et donc la physique est vraiment
le point de départ de tout ce qui va suivre. Et donc, la conscience, elle aussi, serait, et je dis bien serait, parce que on va le voir ensuite, souvent c'est des propositions qui sont un petit peu inférées sur la base de tout ce qu'on peut expliquer, mais la science aujourd'hui ne semble pas avoir exactement expliqué ce qu'est la conscience. Mais en tout cas, certains scientifiques vont dire, puisqu'on explique aussi bien énormément de phénomènes en termes physiques et que la physique prédétermine la chimie, mais en fait tout est tellement bien enveloppé, tout s'explique tellement bien que la conscience, elle aussi, est très bien expliquée, serait très bien expliquée par ces phénomènes biologiques, l'activité chimique dans le cerveau, comment les neurones sont agencés, l'activité des hormones, l'activité, enfin bref, tout est tellement bien ficelé qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une conscience qui soit immatérielle, qui vienne avoir son mot à dire alors que tout est tellement organisé de manière hiérarchique, de la physique à la chimie à la biologie à, à la conscience. Et on pourrait dire de la biologie à la conscience, de la conscience à la spiritualité, aux émotions et même à la philosophie. La philosophie serait vraiment comme l'image à l'écran, elle serait complètement tributaire uniquement de l'appareil physique. Et en feuilletant certaines de ces propositions, je ne vous cache pas que je sentais une crispation en moi qui m'a animé pendant quelques jours. Et peut-être vous direz-vous, oui, mais c'est peut-être juste François que ça vient contrecarrer tes croyances aveugles, et que peut-être tu t'ouvres simplement à la réalité que, ben voilà, à la mort, comme la conscience, elle est tributaire de l'activité physique, et ben ce logiciel de l'esprit, quand le corps ne fonctionne plus, ben, ce logiciel de l'esprit finit. Voilà ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre que ça. Et ça m'a mis plutôt assez mal à l'aise. Et je me suis dit, comment on fait sens de ça? Alors dans cette matinée, je vais moins peut-être donner de réponses que d'essayer de vous conseiller sur comment naviguer aussi dans toutes ces théories, dans toutes ces propositions de scientifiques, dont certains proviennent quand même d'universités très prestigieuses, et je m'appuie principalement sur un individu et ses positions sur, sur le libre arbitre aussi. Parce que ce qui se passe au niveau du libre arbitre, c'est assez similaire pour la conscience. Ce scientifique, qui s'appelle Robert Sapolsky, qui est biologiste à l'université de Stanford aux États-Unis, et primatologue, il a écrit un livre sur le déterminisme. Pour lui, on est totalement déterminé. C'est-à-dire que, en fait, chaque comportement qui est le mien aujourd'hui, il est rendu possible l'instant précédent par une configuration dans mon cerveau, par une activité électrique qui va occasionner des mouvements, qui va occasionner un choix. Et ça, c'est ce qui intervient juste une seconde avant, mais on peut aussi remonter à ce qui se passe une heure auparavant, l'équilibre hormonal dans le corps, l'équilibre entre le cortisol et l'endorphine, etc. Ce qui peut être conditionné complètement par ce que j'ai mangé ce matin. Est-ce que je manque de sucre, par exemple, ou est-ce que j'ai suffisamment mangé? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai fait trop de sport? Est-ce que
Et il remonte un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma jeunesse? Quel obstacle j'ai rencontré? Quel traumatisme j'ai pu rencontrer? Qu'est-ce qui s'est passé également dans le ventre de ma mère? À quel phénomène, à quelle substance chimique j'ai été soumis? Et il remonte beaucoup plus loin avec qu'est-ce que mes ancêtres ont fait, qu'est-ce que dans ma famille il s'est passé, et est-ce que mes ancêtres étaient plutôt chasseurs-cueilleurs ou sédentaires, et ça a lieu, et on peut aussi remonter plus loin à l'évolution, et tout est tellement verrouillé qu'on ne peut pas dire à aucun moment j'ai le choix. Et j'extrapole, mais on ne pourrait pas dire non plus à aucun moment il y a une conscience au-delà du corps. Parce que ça fonctionnerait de cette même manière. Tout est tellement bien expliqué, ficelé par tous ces paramètres qu'il n'y a pas la place pour autre chose. En science, on dira que ces choses-là, elles sont nécessaires et suffisantes. Tous ces paramètres sont nécessaires et suffisants. Et comme à chaque époque, les grands maîtres devaient contrecarrer autant que possible les vues qui étaient en cours à l'époque, je pense qu'on doit regarder ces propositions comme étant les obstacles qu'on rencontre aujourd'hui. Les obstacles qui nous empêchent peut-être de faire sens de ces renaissances, c'est ceci, c'est de se dire, c'est cette vision un peu computationnaliste de l'esprit qui est simplement une forme de logiciel et qui est complètement déterminé par le hardware, le disque dur, et que ça fonctionne comme ça. À la mort, s'il n'y a plus de disque dur, il n'y a plus de logiciel. Donc comment est-ce qu'on ressent déjà cette proposition? Est-ce que ça génère en nous un apaisement ou pas? Mais ce que je pourrais dire pour commencer à réagir sur cette proposition, c'est que le bouddhisme n'est pas forcément complètement éloigné de ça. Le bouddhisme dit que tout ce qui est produit est nécessairement issu de causes et de conditions. Tout ce qui fonctionne vient nécessairement d'un ensemble de causes et conditions qui sont particulières et sans lesquelles le résultat ne peut pas être existant. Le bouddhisme va dire il n'y a pas de résultats qui viennent sans cause. Il n'y a pas d'aléatoire en ce sens que un résultat pourrait être produit comme ça, de manière complètement spontanée, sans qu'il ait des causes. Sauf que le bouddhisme ne présente pas l'impossibilité d'une forme de choix. C'est pas parce que tout est très bien ficelé que ça empêche que j'ai un choix. Et ça, c'est difficile à comprendre et ça fait appel à ce qu'on appelle l'existence conventionnelle. Que c'est pas parce que ma conscience, elle a des causes qui sont bien particulières, et le bouddhisme reconnaîtra aussi qu'on est complètement aussi dans cette vie tributaire de notre corps, et ça n'empêche pas, le bouddhisme ne va pas réfuter aucune des propositions scientifiques de l'importance qu'il y a à la nourriture, à ce qu'on a fait, à la génétique peut-être, mais c'est pas parce que tout est bien ficelé qu'il n'y a pas quand même l'existence d'un libre arbitre. Mais ce libre arbitre, il ne viendrait pas de moi qui pourrait m'extraire complètement d'un système de causes et de conditions. C'est juste quelque chose qui existe de manière nominale, conventionnelle. Mais si on va chercher vraiment, on ne trouve rien qui existe de manière totalement indépendante comme étant une forme de choix. Donc déjà, le bouddhisme ne va pas invalider que
notre expérience et notre conscience ne soient pas formées par des causes et des conditions qui sont très particulières. Mais ce qui est présent dans ces observations scientifiques, et notamment pour ce scientifique qui est quand même assez influent et qui, malgré tout, vient conditionner un système culturel presque, qui est assez présent aujourd'hui, de se dire, ben voilà, on voit de plus en plus dans les films la possibilité qu'on puisse uploader, c'est-à-dire téléverser toute notre conscience dans un autre corps. On va répliquer un François, une fois que François il est un peu trop vieux, on va avoir un logiciel qui va venir aspirer toutes les données du cerveau pour les réinjecter dans un autre. C'est le seul moyen qu'on pourrait peut-être survivre dans une certaine mesure. Donc ça, c'est des choses qui imprègnent un peu de plus en plus la culture populaire. Et ça vient aussi, ça vient pas de rien, ça vient de certaines des études qui ont été faites. Alors, je vais revenir à Robert Sapolsky, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est à quel point moi, François, est-ce que je crois à ce que je lis quand je le lis. Et je me suis surpris à me dire, ouais mais attends, c'est quand même Robert Sapolsky, Université de Stanford, aux États-Unis. Et je me suis surpris à porter énormément d'importance à ce qui était lu, parce que j'estime que parce que ça vient d'une grande université américaine, c'est nécessairement vrai. Et en me penchant sur plus de détails, voici ce que j'ai observé. Robert Sapolsky, il dit, quand on a tous ces paramètres, on a une réponse, et par conséquent, il n'y a pas de libre arbitre. Et il dit aussi, et je vais vous le citer, le libre arbitre, c'est un peu comme il y a quelques siècles, en fait, il y a quelques siècles, on pensait que quand quelqu'un avait de la schizophrénie, ça venait de la maman qui n'avait pas bien suffisamment élevé l'enfant. C'est ce qu'il dit dans son livre sur le libre arbitre, c'est la faute à la maman. La maman, elle avait foiré quelque chose dans l'éducation, et sans doute qu'elle avait un petit peu une haine pour sa fille ou son fils, et c'est ce qui a expliqué que l'enfant commence à devenir schizophrène. C'était la croyance populaire. Alors je ne sais pas exactement dans le livre à quel endroit du globe on avait des vues à ce point étranges, mais c'est la croyance qu'on avait. Sauf qu'on s'est rendu compte, et on le sait plus aujourd'hui, que ça vient d'un équilibre, un déséquilibre dans le cerveau. Je ne sais pas comment Robert Sapolsky l'a présenté, ce n'est pas vraiment le point ici. Et Robert Sapolsky de continuer en disant, en fait, le libre arbitre, c'est la biologie qui n'a pas encore été découverte. Et je vais m'arrêter sur ce point-là parce que ça me semble emblématique de beaucoup d'études scientifiques qu'on lit, à la fois sur la conscience et sur le libre arbitre. Il dit en somme, on explique énormément de choses à travers le corps, à travers la chimie et la biologie. Donc on peut penser que quand on aura tout compris, eh ben on va arriver à ce même point que le point de comprendre la schizophrénie en lien avec ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire le libre arbitre, aujourd'hui, c'est juste parce qu'on n'a pas encore tout à fait compris comment ça se passe dans le cerveau et la chimie et les phénomènes physiques. Mais quand on aura tout compris, ça va faire comme la schizophrénie. On va comprendre que ça ne vient pas de la maman. Donc il dit pour lui, le libre arbitre, c'est simplement ce qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est que là, en fait, dans son livre, Robert Sapolsky, il dresse une hypothèse qu'il n'a pas lui-même vérifiée.
C'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié qu'en étant conscient de toutes les variables, on peut expliquer qu'il y a absolument une absence totale de libre arbitre. Donc là, il fait ce qu'on appelle une supposition, mais qui est un peu ce qu'on emporte en ayant terminé le livre comme étant une réalité. On se dit, il n'y a pas de libre arbitre. Mais en fait, lui, il dit, le libre arbitre, c'est simplement ce qu'on n'a pas encore découvert. Donc il se sert de tout ce qu'on a pu découvrir pour dresser une conclusion qu'il n'a pas lui-même vérifiée. Et dans ses détracteurs, j'ai lu beaucoup de personnes qui soulignaient ce point-là. On n'a pas encore vérifié totalement que parce qu'on comprend une grande partie de ce qui se passe, on va pouvoir tout comprendre. Et cette hypothèse de base, c'est ce qui malheureusement souvent distingue la science du scientisme, qui est une forme de culture qui vient s'installer autour de quelque chose qui existe, mais qui a été interpolé. On vient ajouter quelque chose qu'on n'a pas encore vérifié, qui est de l'ordre de la croyance, mais qui n'est pas vérifié lui-même. Et d'autres détracteurs de Robert Sapolsky lui diront « Oui, mais en plus, tu n'as même pas vraiment défini ce que c'est que le libre arbitre avant de réfuter qu'il existe. » Et ce qu'on retrouve ici pour le libre arbitre, on le retrouve également pour la conscience. On se dit « Oui, mais la conscience, elle n'est que le sous-produit du cerveau », sans même avoir pris la peine de savoir qu'est-ce que la conscience, et est-ce qu'on est sûr que ce qu'on pointe comme étant la conscience, c'est bien la conscience. Et ce que j'ai pu observer également, c'est que les scientifiques, personne ne va dire l'équation de la gravité, c'est E égale mc2. Là, si on commence une discussion scientifique sur cette base, on est mal. Mais comme il y a quand même une tendance de penser que tous les phénomènes mentaux et toutes les considérations philosophiques sont simplement le sous-produit de la science, comme des images sur l'écran qui nous donnent l'impression d'exister alors que c'est que des images, ben en fait tout ce qui a lien avec la conscience, les émotions, les préoccupations philosophiques, morales, ben c'est presque même pas la peine de les définir parce que c'est juste des aberrations, des illusions qui apparaissent sur l'écran, nous donnant l'impression qu'elles existent alors que c'est simplement le résultat de trucs dans notre cerveau qui donnent l'illusion qu'on est libre, qui donnent l'illusion qu'on a des émotions individuelles, qu'on a un individu qui est là, alors que c'est simplement une chimère. Et donc Robert Sapolsky ne va pas prendre vraiment la peine d'expliquer ce que c'est que le libre arbitre en des termes très précis, avec la même précision que l'équation E égale mc2, sans doute parce que c'est pas nécessaire, parce que c'est pas important. Et là, du point de vue de la science contemplative, moi je le vois personnellement comme un biais terrible, qui est en plus grave parce que ça donne l'impression à des individus et par ricochet à une culture tout entière de penser qu'on a des conclusions alors qu'on a surtout des hypothèses de base qui, elles, n'ont pas été vraiment vérifiées, mais comme elles viennent d'individus qui ont quand même un peu pignon sur rue parce qu'ils viennent de grandes universités, eh ben on finit par croire que c'est la vision du monde. Et par conséquent, l'image de nous-mêmes, c'est que, ben voilà, une fois que le corps arrive à son terme, fini, caput. Et je ne cache pas que ça peut générer des vues philosophiques, des modes de vie qui sont, bah ok, bah je vais en profiter. Hein. S'il n'y a que moi, et que moi je suis simplement l'illusion, bah attends, mais moi je vais me gaver. Les autres n'ont aucun rapport avec moi, ils sont complètement distants de moi. Si c'est uniquement cette vie-là, je vais tout donner. Et si les considérations morales sont simplement pour vivre un peu plus correctement en société, mais qu'elles n'ont pas de justification profonde,
Est-ce que je vais vraiment les suivre? Moi, je crois que notre effort de nous diriger vers cette ouverture, peut-être qu'il existerait des existences futures, c'est un pied de nez quand même à une forme de matérialisme philosophique présent, profondément ancré, qu'on a du mal parfois à observer parce qu'on est dedans, mais qui euh, vient être, euh, qui vient sous-tendre beaucoup de nos comportements quand même. Qu'est-ce qui me fait croire particulièrement quand je lis Robert Sapolsky qu'il a raison? Est-ce que c'est pas aussi une forme de prestige? Et là, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais moi, François, je serais en train de discuter avec lui, je me sentirais tout petit. Je me dirais, mais attends, mais il vient de l'université de Stanford, il enseigne à des centaines d'étudiants, il est mondialement connu. Quel, 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 Qu'est-ce que je viens pousser, moi, ma petite idée de renaissance et de. J'ai l'impression d'être peut-être. C'est complètement déplacé, c'est tout petit. Alors je me suis pas dit comme ça, j'exagère un peu, mais. Et je pense que quand on croit aussi ces propositions, c'est sans doute aussi parce que culturellement, on voue une énorme importance au passé universitaire et qu'on est quand même, bon, très occido-centré, mais je dirais si c'était, et j'espère que vous ne prendrez pas mes mots comme étant, enfin, ça vient d'une bonne intention, hein, mais si on avait eu le même livre fait par une femme en Inde, à l'université de Bangalore par exemple, est-ce qu'on aurait la même conviction? Ce qu'on voit dans ces études, c'est souvent des hommes blancs, université américaine ou européenne. Donc, cette scientifique dont je vais vous parler, enfin, je partagerai des sources plutôt, qui s'appelle Satwant Pasricha, qui est directrice du département de psychologie clinique à l'Institut de neurosciences de Bangalore, justement. Elle a écrit un livre sur les renaissances. Mais là, bon, on se dit, bah, c'est un peu David contre Goliath, hein. Est-ce que ça a vraiment une force? Donc moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui importe vraiment? Est-ce que ce qui importe, c'est que quelqu'un ait prouvé quelque chose, ou donne l'impression qu'il l'ait prouvé, ou qu'on le prouve nous-mêmes? Parce qu'en fait, moi, je me suis surpris, quand j'ai lu ces livres et ces propositions, à être inconfortable, parce que pendant l'espace d'un instant, j'ai complètement donné raison à ces propositions comme étant vraies. Et je me suis ensuite posé la question de me dire, mais est-ce que c'est pas une foi aveugle, ça, François? Juste parce que quelqu'un vient d'une de ces universités, sans même vérifier moi-même ces propositions et voir s'il y a d'autres personnes qui, elles, pensent complètement différemment, si cette personne a des détracteurs, le simple fait que presque automatiquement je me dise il a raison, est-ce que c'est pas une croyance aveugle? Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance aveugle?
Si la croyance aveugle est de croire quelque chose qu'on n'a pas vérifié par soi, ben j'ai envie de vous dire, on fonctionne. Nous, individus, on fonctionne à la croyance aveugle. La Terre est ronde. Je suis né un 23 octobre 1980. Dans mon téléphone, il y a du lithium. On passe nos journées à avoir des convictions de choses sur lesquelles on n'a rien vérifié par soi. Est-ce que ça fait de ces croyances une croyance aveugle? Ben là, on va un peu loin si on dit ça. Est-ce que de dire la Terre est ronde, c'est une croyance aveugle? Non. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une croyance aveugle, parce que là, on fait confiance aux scientifiques là-dessus. Je ne vais pas commencer à ouvrir la possibilité que je puisse croire en rien que j'ai vérifié moi-même, parce que c'est invivable sinon. Même sur mon appli Voyage SNCF, le train a 10 minutes de retard, bon ben, je ne l'ai pas vérifié par moi ça, je fais confiance. Bon, SNCF, je ne sais pas si c'est vraiment ça arrive que ce soit un peu plus que ça, mais ils mettent à jour. Bref, vous voyez le point. Le point, c'est qu'on fonctionne par confiance. Et avoir un esprit critique, c'est très bien, mais moi, de savoir que je suis né le 23 octobre, j'en sais absolument rien. J'étais pas là pour dire, alors je vérifie, j'ai 2 heures, mais je le consigne, je m'en souviendrai, je reviendrai dans 20 ans pour... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On est confiant dans ce qui est écrit sur nos papiers d'identité. On fonctionne par la confiance. Et ça, je pense que c'est important dans le monde où on est, de ne pas penser que la confiance ne fonctionne que pour la vie spirituelle. On a besoin d'avoir confiance. Et à la fois dans la science, à la fois dans les êtres qui nous sont proches, on doit fonctionner à la confiance. C'est indispensable. Parce que si je me remets à douter de tout, je vis dans une espèce d'immense théorie du complot, et c'est en retour quelque chose qui va me rendre profondément malheureux. Donc ces propositions, que la Terre est ronde, ben, j'ai confiance. Voilà. Et je peux dire que c'est presque une preuve parce que je m'en remets à d'autres qui l'ont vérifié. Mais si par contre, je prends les conclusions parfois hâtives qu'un scientifique a eues sur le libre arbitre, en les absorbant sans les questionner, sans voir vraiment les points de vue qui peuvent contredire ça, et toutes les autres scientifiques, et il y en a, je crois que c'est John Mitchell, je ne sais plus exactement, qui lui dit non, il y a des propositions scientifiques modernes, solides, qui disent oui, il y a une forme de libre arbitre. Parce qu'il y a la possibilité aussi que la conscience, elle influence l'environnement. Ça ne marche pas que du haut en bas, ça marche aussi inversement. Et ce n'est pas parce qu'on est conditionné par des états physiques qu'on ne peut pas aussi prendre des décisions. Donc si on pense et on accepte toutes les théories scientifiques sans les questionner, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de foi aveugle derrière ça? Et à un moment, je me suis surpris en me disant, mais il faut absolument que je fasse sens de ces théories scientifiques, sans quoi je ne vais pas pouvoir avoir une conclusion sur ces renaissances. Tant que je n'aurai pas rendu possible d'harmoniser les théories scientifiques avec ce qu'on propose dans le bouddhisme, je ne peux pas dire que j'arrive à une conclusion. Et c'est très proche de ce que Robert Sapolsky dit. Il dit, on ne peut pas parler de liberté et d'éthique
avant d'avoir une cartographie de tous les neurones, de tous les gènes, de tous les facteurs environnementaux. Et écoutez bien ce qu'il dit, je le répète, on ne peut pas parler de liberté et d'éthique avant d'avoir une carte de tous les neurones, de tous les gènes et de tous les facteurs environnementaux. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, on est mal là. Si c'est vrai, on est mal. Parce que ça veut dire qu'il va falloir être conscient de l'intégralité des phénomènes qui sont responsables d'un mouvement de conscience avant de pouvoir dire est-ce que je suis libre ou pas. Est-ce que ma conscience, elle est oui ou non matérielle ou immatérielle. Et je me suis souvenu de quelque chose, et ça a été un peu le déclic pour moi, pour essayer de me sortir de cet inconfort, c'était de me souvenir d'un sutra qui s'appelle le Malunkyavada Sutta, dans la tradition pali, dans lequel quelqu'un se fait blesser par une flèche, et en gros à l'hôpital, il dit « Moi je ne veux pas que vous enleviez la flèche avant de savoir qui a tiré la flèche. » Est-ce que le bois qui a servi à la flèche, c'était du coudrier, du noisetier? Faites les recherches. Ne retirez pas la flèche avant que j'ai toutes les informations. Est-ce que l'arc, c'était plutôt un arc long, un arc bas? Est-ce que c'était une arbalète, etc., etc. Et en fait, il pose des questions, et le poison de la flèche continue à être, s'imprégner dans le corps. Et c'est en lien avec un des disciple du Bouddha, ou c'était un villageois, peut-être Malunkyavada, qui est venu voir le Bouddha en lui disant est-ce que l'univers est fini ou infini? Est-ce que le corps et l'esprit sont un ou est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que le Bouddha il cesse après la mort ou est-ce qu'il ne cesse pas? Et le Bouddha lui a répondu il ne lui a pas répondu. Il n'a pas répondu à ces questions. Et il lui a dit la première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance. La deuxième, la vérité des causes de la souffrance. En fait, il a parlé des 4 nobles vérités. Et j'ai envie de dire, la question, c'est moins, il faut que je fasse sens de toutes ces théories scientifiques avant de penser peut-être ouvrir les yeux sur la possibilité que la conscience soit immatérielle et que je renaisse. Parce que le cas faisant, ça voudrait dire que personne n'aurait pu s'éveiller ou être libéré de la souffrance avant d'avoir connu toutes les théories scientifiques. Or, on voit, elles sont modernes. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on était mal. Donc le but, ce n'est pas vraiment d'harmoniser la science avec ces sciences contemplatives, parce que ça, on va y arriver, j'espère, mais le but, c'est plus de dissiper en nous les ressorts de ce qui coince et de la souffrance. Et moi, je ne vais pas personnellement attendre que quelqu'un ait vérifié en termes physiques qu'est-ce que la conscience avant d'observer moi, pour moi, perso, ce qu'est la conscience dans ce qu'elle a été décrite depuis plus de 2500 ans. Parce que si de toute façon on n'arrive pas à la conclusion d'avoir verrouillé, compris à 100%, moi je ne vais pas attendre qu'on arrive à 100%. Moi je vais prendre un chemin différent qui est de me dire mes émotions existent. Certains des mouvements de mon esprit produisent en moi la souffrance. Certains mouvements de mon esprit, certaines actions, certaines paroles que je dis
produisent un épanouissement, la paix intérieure. Et que ce n'est pas parce que les choses sont conditionnées par des états cérébraux que la conscience, elle n'a pas sa propre continuité également. Que la subjectivité n'existe pas. Parce que moi, j'aurais envie de dire à Robert Sapolsky, mais est-ce que vous vous levez le matin en essayant de prendre à cœur cette philosophie que vous avez et de vivre en fonction de cette proposition qu'il n'y a pas de libre arbitre? Parce que c'est impossible de s'en soustraire. C'est impossible de penser qu'on n'ait pas le choix. Au niveau de la justice, ça pose un immense problème. Ça veut dire que personne n'est responsable de rien. Ça porte en fond une vision extrêmement nihiliste. Mais lui, il dit non, mais en fait, les gens sont quand même responsables, mais je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Parce que moi, je pense que quand on a une vision, un système philosophique, on doit essayer de vivre en fonction de ce système philosophique. Et le bouddhisme dit on n'a pas de libre arbitre intrinsèque, et pourtant il existe. Et la conscience, c'est pareil. Donc c'est une longue introduction, mais je pense que c'est important d'avoir un esprit extrêmement critique sur ces mouvances modernes et de ne pas douter de la réalité des phénomènes intérieurs que sont les émotions et la conscience. Et qu'ils ont éminemment leur mot à dire dans l'équation. À ce point que peut-être on peut même arriver à une forme de conclusion se disant la conscience est prédominante dans l'univers. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc ce que j'aimerais stimuler en nous, c'est cet esprit critique. De se dire que comme de toute façon on a besoin de confiance, on fonctionne par la confiance même dans les théories scientifiques qui semblent proposer des visions du monde, on doit être sceptique aussi. Et ce qui apparaît dans l'esprit, ce qu'on observe en développant les sciences contemplatives, c'est-à-dire la concentration, pour moi a la même validité que quand on observe les étoiles avec un télescope qui est à la fois stable et clair. On arrive à observer la présence de la colère, la présence du ressentiment, du bonheur, comme des choses qui existent. Donc les textes, notamment dans la tradition indo-tibétaine, vont dire qu'il y a deux méthodes pour essayer de faire sens de ces renaissances. La première, c'est plus de l'ordre du témoignage, d'avoir confiance, comme on fonctionne par confiance, d'avoir confiance dans les témoignages qui nous sont faits, et deux, c'est d'utiliser notre raison. Alors vous allez dire, mais comment on peut utiliser la raison pour faire sens de ces existences cycliques? C'est ce qu'on verra dans la prochaine session. Mais le témoignage, c'est le témoignage aussi de toutes ces personnes, ces catégories d'individus dans le monde entier, qui, elles, ont souvenir d'avoir été incarnées dans de précédentes existences. Alors, je vais partager avec vous après un document qui contient de nombreuses sources
notamment de l'Université de Virginie. Alors bon, là, il s'agit encore d'université américaine. L'Université de Virginie, dans les années, je crois, enfin, il y a 70, ils ont créé le département euh, des DOPS of Perceptual Studies, le département des études de perception. Et c'est Ian Stevenson qui a créé ce département. Et depuis les années 70, il existe encore. Maintenant, un des scientifiques en charge, c'est Philippe Cozzolino. Ils ont documenté plus de 2200 cas d'enfants, la plupart c'est des enfants en moins de 6 ans, qui se souviennent de leur vie passée. Et ils ont adopté un protocole qui est censé éliminer tout biais, de un, témoignage, deux, de vérifier que ces individus n'ont pas pu avoir les informations autrement que par le souvenir. Et d'ailleurs, aucun de ces scientifiques vraiment ne, ne verse immédiatement dans les renaissances. Ils se disent, ben, on ne peut pas l'expliquer autrement que par le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est transmis, qui demeure. Et ils ont documenté plus de 2200 cas. Et 70% de ces cas étaient des enfants qui sont morts de manière accidentelle, plutôt violente. Et il semblerait qu'il y ait un lien entre ces enfants qui se souviennent de leur hypothétique vie passée avec une mort accidentelle. Et je crois que 30% avaient des marques de naissance qu'on pouvait lier à la mort, aux conditions du décès. Par exemple, quelqu'un qui a été, je crois c'était en Inde, tué par balle, cette personne avait une marque de naissance à l'endroit où la balle est rentrée dans le crâne. C'est souvent donc des enfants qui ont moins de 6 ans. Après, il semblerait que les enfants oublient. Et donc, ces cas ont été documentés dans de nombreux endroits, en Inde, aux États-Unis, je crois, chez les Inuits. Et j'ai consulté également une autre étude par, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Antonia Mills. Elle est professeure émérite en études des Premières Nations à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique au Canada. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les Renaissances amérindiennes, qui a montré à travers les peuples natifs du nord-ouest du Canada et les Inuits les cas de renaissance. On l'a documenté également chez les Druzes, je crois dans Turquie, en Australie, en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. C'est pas juste chez les Tibétains. Hein. Donc 2200 cas, c'est assez solide. Et là, moi, j'ai pas d'autre chose à vous dire que bah, lisez les livres qui ont été faits là-dessus, parce que moi, je pourrais vous en parler plus à fond, mais est-ce que c'est pas non plus un peu comme le téléphone arabe? Est-ce que ça peut vraiment vous convaincre ou vous amener à avoir un peu plus d'ouverture sur cette possibilité? Je pense que ça, c'est vraiment un travail individuel que je pourrais vous exhorter à faire. Et c'est pour ça que je vais vous donner tous ces documents. Il y a un livre de Jim Tucker qui a pris la suite de Ian Stevenson. 40 ans d'études scientifiques sur les cas de réincarnation d'enfants. Et voilà, il y a quand même beaucoup de ressources. Alors, à nous de le lire avec l'esprit critique. C'est une des possibilités qu'on a de commencer à ouvrir cette possibilité sur les existences passées et futures. Le deuxième, c'est en lien dans le bouddhisme au maître. Ben, quand on lit les sutras, Bouddha se souvient de ses vies passées. Dans cette vie, j'étais une colombe, dans cette vie, j'étais un animal, dans cette vie, j'étais un roi, dans cette vie, j'étais un servant, dans cette vie, j'étais un esclave, etc. etc. C'est pas à prendre de manière seulement imagée, c'est littéralement, lui, Bouddha, se souvient de l'état d'incarnation qu'il a eu dans ses vies passées.
Et puis il y a tout aussi ces récits dans le bouddhisme indo-tibétain, des cas de Tulku, ces maîtres réincarnés. Lama Zopa Rinpoché se souvenait de ses vies précédentes, Lama Yeshe également. C'est d'ailleurs une des manières qu'on a de reconnaître les maîtres présents, c'est parce qu'on leur donne, souvent on leur fait passer des tests dans le jeune âge pour essayer de voir s'ils ont des traits communs ou ils reconnaissent des objets dont ils ont usage dans les vies passées. C'est un moyen de voir, de valider les réincarnations de ces maîtres passés. Donc ça, pareil, c'est à nous d'avoir cette curiosité-là, sachant, et ça, je pense que je vais terminer avant qu'on fasse une petite pause là-dessus, d'observer notre état d'esprit par rapport à ces renaissances. Et moi, je serais enclin à suggérer d'éviter autant que possible de les nier en bloc, ces existences cycliques. Pour une raison bien particulière, c'est que certains d'entre vous peut-être se souviennent de l'éthique personnelle qui est de s'abstenir des 10 actions non vertueuses. Une des actions non vertueuses étant, et c'est pas juste parce que c'est Bouddha qui l'a déclaré, c'est parce que ça fonctionne à créer en nous potentiellement des expériences douloureuses et de la souffrance, de se prémunir de verser dans un refus catégorique des existences cycliques et passées. Parce que Bouddha a dit, ça c'est ce qu'on appelle une vue erronée, alors à nous de voir si c'est erroné, à nous de le valider, mais c'est dans les mouvements de l'esprit ceux qui sont les plus à même de générer de la souffrance. C'est comment dire, plus lourd que la convoitise ou la malveillance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient toucher tellement de choses. Ça vient toucher notre rapport, on pourrait dire, à l'univers, notre rapport aux autres, à qu'est-ce qu'un individu. Ça vient fermer tellement de choses, quand on a une vision catégorique, qu'on comprend que dans la continuité de ça, on peut générer énormément des autres émotions qui, elles, génèrent de la souffrance. Ça peut créer de l'individualisme qui crée encore plus d'attachement, qui crée de la malveillance et encore plus de colère pour les gens qui nous nuisent. À l'inverse, ouvrir la possibilité qu'on puisse avoir un continuum de conscience qui a existé avant ce corps présent, ouvre la possibilité de beaucoup plus de compassion, parce que les êtres ont été, il semblerait, nos mères dans les vies passées. Donc je dirais, essayons de garder une curiosité critique plutôt que de nier en bloc. Voilà, donc on va faire une petite pause, on se retrouve dans un quart d'heure pour ensuite, comment est-ce que le bouddhisme indo-tibétain offre des moyens de le valider pour nous, ça? Est-ce que c'est possible de le valider pour nous?